Post du 1er mai 2020. Rencontre. Ce post décrit les différentes rencontres extraterrestres et interdimensionnelles depuis de nombreuses années, ainsi que notre origine absolue. Il sera donc mis à jour régulièrement au fur et à mesure que des événements me reviennent qui ne sont qu'un témoignage de qui nous sommes, de l'absolu à la forme et son infinitude à la disparition de la création. Béatitude. D'abord, je me souviens du jour de mon baptême. C'était à l'âge de 13 mois. Je portais une robe blanche en laine et des babies blanches que j'adorais et que j'ai recherchées pendant longtemps petite. On m'avait donné une médaille en or que je mordillais tout le temps. L'icône de Marie était déformée de tous côtés. Je me revois marcher à peine, dandinant sur les côtés, pour me jeter dans les bras tendus d'un de mes frères plus grands. À l'âge de 2 ans, rencontre avec des entités de lumière l'année de mon transfert dans une famille d'accueil. Notre mère, dépressive, en plein divorce, ne pouvait plus assumer à temps plein la garde de ses 4 enfants. Je revois des êtres sans visage et absolument rassurants. J'étais horriblement triste de devoir quitter ma mère, la seule femme qui me prenait dans ses bras et qui pouvait me consoler. Que l'on me sépare de force de la douceur de ses caresses et de sa présence tous les 15 jours m'était terrible. Ces êtres étaient semblables à l'image ci-dessous, et ils me dirent « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Message gravé pour toujours en moi. Une fois installée dans ma nouvelle famille, j'ai recherché ces êtres pendant longtemps. Je leur disais combien c'était difficile de vivre sans mes parents, surtout ma mère, à laquelle j'étais très attachée. On me faisait comprendre déjà à cet âge que je n'avais pas le choix et que j'allais m'adapter à ma nouvelle vie très vite. J'étais déjà ouverte à la télépathie sans le savoir. En grandissant, je vis avec la faculté à anticiper les événements. Ma nature est naturellement calme et posée. J'accueille la vie comme elle vient, même si les jours ne sont pas toujours faciles. Je aime à rentrer au CP, car je comprends dès ce moment-là qu'il en est fini des ateliers de peinture où je peignais des flamants roses. J'avais une obsession pour ces oiseaux que je trouvais merveilleusement beaux. Apprendre à lire a été l'enfer. C'était beaucoup trop sérieux pour moi. J'avais besoin de m'amuser, de faire des choses avec mes mains. Je n'ai vécu qu'une seule année de maternelle. Ma mère biologique ne nous mettait pas à l'école, mes frères, ma jeune sœur et moi. Donc, les ateliers créatifs, les rires, les goûters collectifs, la trottinette, tout cela me manquait terriblement. J'étais tête en l'air. La maîtresse de l'école à cette époque me privait souvent de sorties en récréation. Il fallait lire ou compter au tableau pendant que tout le monde était dehors. Quelle frustration! Enregistrer l'information extérieure n'a jamais été une chose facile en ce qui me concerne. Jusqu'à l'université, les professeurs se tiraient les cheveux. Je passais du 0 absolu à la meilleure note de la promotion. Mais passons. C'est vers l'âge de 8 et 12 ans que me sont apparues des images d'un vaisseau rempli de plantes de tout genre. Ces plantes étaient destinées à ensemencer la terre. Je l'ai également vu lors de l'observation des fleurs dans le grand jardin de la maison. Je voyais nettement que toutes ces beautés, toutes ces créations diversifiées venaient du ciel. C'était d'une telle évidence pour moi que lorsque j'abordais le sujet, on me prenait pour une rêveuse. Sauf que c'est le 29 avril 2020 que je découvris la mission New Moon, projet d'une certaine Souya, une agarin de l'ombre et fille de la reine Pistes, dans le tome 0 du livre de Nourea, Anton Parks. Et oui, encore ce frère qui est nommé ici. Ce n'est pas que Dallas dans ses ouvrages, il y a du vécu, avec l'avantage d'avoir des traces historiques écrites. Le but de ce projet qui tenait à cœur à Souya et validé par le gouvernement de l'époque, sur Vénus, consistait à implanter sur Terre des milliers d'espèces vivantes, animales et végétales, afin de promouvoir la plus grande biodiversité du système solaire. Dans cette vision, qui est un souvenir, il y avait à bord de ce vaisseau plein d'espèces végétales différentes. À d'autres moments de ma jeunesse, je vois la Terre entourée d'une sorte de bulle, un truc artificiel, une sorte de prison que je ne peux pas définir. La couleur rouge d'une terre, suite à une grande guerre, il y avait des vaisseaux qui termina dans un cataclysme.
Cela semblait être la planète Mars, ou l'histoire passée ou future de la Terre, étant donné que le temps est imaginaire. Les clichés étaient brefs, mais bien réels. Je voyais de plus en plus intensément que la majorité de la biodiversité de notre planète venait d'autres mondes. Donc, s'il en est ainsi avec les végétaux et les animaux, eh bien c'est la même chose pour la race humaine, qui n'est pas vraiment une race, comme vous pouvez le constater au fil de votre lecture. Je ne vous explique pas les frictions que cela a engendré avec tous mes professeurs en biologie et en histoire. La petite Béa, plutôt perchée. Pas vraiment. Plutôt bien ancrée en réalité. Je devenais plus intéressante et plus rassurante à leurs yeux lorsque, par exemple, je coloriais toutes les pages de mon cahier d'histoire avec des arcs-en-ciel. Comme si, dans mon élan créateur, cette matière avait besoin d'être éclairée. Je me sens protégée partout où je pose les pieds. Je me rends compte rapidement que chaque faux pas, chaque maladresse, chaque mensonge conduit ça à la souffrance. En 1976, 4 ans, je me fais attaquer sauvagement par un berger allemand dont la mâchoire s'accroche à mes lèvres supérieures. Ce pauvre chien avait simplement enduré mes jeux qui ne semblaient pas lui convenir. Mais n'étant qu'une enfant, je fus terrorisée par sa réaction brutale qui, au final, lui coûta la vie. C'était un week-end de garde pour ma mère, qui était seule au foyer. Le père, alarmé, le départ aux urgences dans de grosses disputes parentales, le propriétaire du chien menacé. Waouh! Tout le quartier sur le pied de guerre, pour en déduire que ma mère était définitivement inapte à nous garder, mes frères, ma sœur et moi. Placement définitif des enfants jusqu'à leur majorité dans leur famille d'accueil, avec visite des parents une fois par mois. En grandissant, je demande pardon à ce chien, qui me laissa une cicatrice à vie. Je n'ai pas peur des animaux, bien au contraire. J'ai tendance à courir vers eux. Je grandirai entouré de chats, de chiens, de poules, de canards, de cochons d'Inde, de vaches et de chevaux. J'apprendrai à travailler très tôt dans les tâches domestiques et dans le jardinage, tout en allant à l'école. Les mercredis après-midi et les week-ends étaient réservés aux hobbies. Dessin, tricot, musique, danse, piscine, vélo, ski, chant, suivant mes impulsions du moment. Les souvenirs douloureux étaient balayés dans la joie de l'instant. Je passais parfois de longues heures assise dans la cour ou dans l'herbe à ne rien faire, devant le soleil, ce qui avait tendance à intriguer mes parents adoptifs. J'étais bien, tranquille. Lorsqu'il neigeait, je passais des heures dehors le soir au coucher du soleil, à admirer les reflets roses et orangés sur la neige. Le temps s'arrêtait, il n'y avait plus que la beauté du silence. Je faisais déjà des rêves lucides, c'est-à-dire que je suis consciente que je rêve à l'intérieur du rêve. Je pouvais donc annuler ou neutraliser, voire dissoudre complètement certaines scènes du théâtre, en toute transparence, comme chacun le fait depuis le grand silence. J'ai vu de nombreux signes qui me parlaient, autant dans la nature que dans le quotidien, des coïncidences qui me confirmaient que quelque chose était à l'origine de cela. J'ai voyé une force, une puissance invisible qui organisait tout pour nous jusqu'à ce que je réalise à l'âge de 19 ans que j'étais à l'origine de tout ce qui se déroulait dans ma vie, en bon comme en mauvais. La rencontre du futur père de mes enfants, sous le nombre 333. Le mariage, 5 ans après. Les grossesses difficiles malgré le désir de ses enfants. La joie d'être mère à mon tour est sans pareil. Je me délecte à chaque seconde de cette nouveauté dans ma vie. J'accueille ces êtres comme de véritables joyaux, l'une si douce et l'autre si joyeuse et espiègle que rien ni personne ne peut venir troubler ce bonheur qui nous réunit sur ce plan d'existence. Quelques années après, je commençais à rentrer en contact avec le soleil. Du moins, c'est le soleil qui m'appela. Un jour, alors que je faisais une douce sieste sous un arbre, la tête posée sur l'abdomen de mon époux, un vrombissement sortit du plus profond de mes entrailles, remontant dans mes oreilles, qui semblait se transformer pour le coup en haut-parleur. « Je t'attends !» disait cette voix masculine. La voix était tellement puissante et profonde que je ne pouvais douter un seul instant. Jamais je n'avais ressenti cela jusqu'à présent. Mon époux n'avait rien entendu. Il n'entendait pas,
et ne voyait pas tout ce que je voyais. Ainsi, tout ce qui nous unissait sur ce plan d'existence finit, petit à petit, année, par s'écrouler. Nous étions heureux d'être ensemble, mais complètement désunis, décalés, lorsque l'on abordait certains sujets. On ne pouvait éviter les frictions. Quand l'un, dans le couple, croit que vous êtes fou ou folle, eh bien le manque d'amour ou le manque d'estime détruit la relation. À ce moment précis, je commençais à fusionner avec le soleil. À chaque fois que je me reposais les après-midi, après le travail, j'étais totalement immergée dans un flash solaire. Je baignais dans une lumière blanche éclatante, douce et enveloppante. La sensation de retrouvailles était bien plus réelle que lorsque je revenais dans ma vie quotidienne, même si elle était bien remplie. C'est tout ce que je peux témoigner. Ces fusions ont duré quelques mois, jusqu'à un moment précis où une nouvelle voix se fit entendre en provenance du soleil. Dans un dernier vrombissement, et toujours dans cette lumière éclatante et enveloppante, j'entendis « Majeston ». C'était en 2008. Je n'avais aucune connaissance de lecture spirituelle. Je ne comprenais pas ce mot. Je me demandais sur le coup si j'avais bien entendu. Je laissai tomber et continuai à vaquer à mes occupations. Quelques années plus tard, on me propose de lire sur Internet le livre de Urantia. Je dois vous avouer que ça m'a rapidement pris la tête, vu l'épaisseur du bouquin. Je ne suis pas du style à m'éterniser sur des livres, mais je suis allé droit à l'essentiel en retrouvant le nom qui m'avait été donné par le soleil, Majeston, qui signifie être suprême. Il s'agit d'un collectif qui doit révéler l'être suprême sur Terre, ou Urantia. À mon sens, c'est l'équivalent de l'être de lumière qui se reconnaît en l'absolu, pour le vivre, tout simplement. Une nuit, après avoir fait la fête avec des amis à la maison, et heureux enfin de nous coucher, ni une ni deux, me voilà propulsé à travers une gigantesque forme géométrique éclatante de lumière. Il s'agit de la Merkaba, notre véhicule de lumière. Et puis devant moi, soudain, un être arriva en marchant d'une mine radieuse et silencieuse. Il me salua, une main posée sur le cœur, s'ouvrant doucement et majestueusement vers l'extérieur en signe d'accueil, la tête légèrement inclinée vers le bas en signe de reconnaissance. J'inclinai alors à mon tour la tête. Enfin, je pense que j'en avais une. Lol. Naturellement, par reconnaissance. Nul besoin de mots. Je me souviens clairement d'un voile bleu royal flottant sous mes pieds. Des yeux bleus me regardaient attentivement, les cheveux blonds comme de l'or. Une joie silencieuse sans pareille émanait de cet être. Je peux témoigner que dans l'absolu, les noms sont inutiles. C'est en revenant au sein de ce corps que je fis quelques semaines après des recherches. Quelle fut ma surprise quand je découvris qu'un homme du nom de Armando de Mello avait peint celui que j'avais vu de mes propres yeux, l'archange Raphaël. Lors de cette rencontre, il était vêtu d'une combinaison bleu royal, avec une ceinture rouge et or, et sur la poitrine des insignes de couleur or. Sur cette photo, l'archange se présente avec un triangle rouge inversé sur la poitrine, qui est le feu de vérité, ou feu de l'esprit. Il rappelle tout simplement à chacun que nous sommes cela. Nous sommes joie. Je parle de cela dans une vidéo de cette rencontre sur ma chaîne YouTube Blue Iona. J'ai traversé les archétypes de la création, ou plutôt les archétypes de la création m'ont traversé, du point de vue de l'absolu. Je revins en poésie et en peinture, code de la création. J'ai vécu la vie de Seth, Méria Seth, celle qu'on appelle Isis. J'ai vécu son enfer sur Terre et dans l'univers avec son frère Saham Enki. Je témoigne, ou elle témoigne à travers moi dans le manuscrit, la guérison de l'humanité, une grande histoire d'amour. Des chroniques présentant la révélation et l'absolution. Des rôles transcendés, un théâtre observé depuis l'ultime, un témoignage unique. Visite spontanée dans un univers où tout est bleu. Les planètes et soleils sont éthérés,
et tout aussi éclatants les uns que les autres. De petites créatures, cela ressemble à des petites fées, surgissaient de toutes parts. Elles se précipitèrent vers moi, toutes amusées les unes comme les autres. J'avais l'impression d'être dans une sorte de scaphandre. Je les voyais à travers une sorte de vitre. L'impression de déjà vu, de déjà vécu, l'impression que c'était ma vraie vie. Tout était doux, léger et joyeux. Puis une émotion forte me gagna devant tant d'allégresse, comme une sensation de mélancolie, et je me réveillai dans mon lit. Retranscription de cette rencontre en peinture, présentée en fin de l'ouvrage. C'est entre 2005 et 2006 qu'une nuit, je me retrouvai à danser dans le soleil. Ce sont des êtres très grands et sans visage. C'était un feu doux et très joyeux à la fois. Puis je redescendis au centre de la terre, baignant cette fois-ci dans un soleil tout blanc. À mon réveil, j'étais nauséeuse et je voyais tout blanc. Cela a duré 3 jours. Les années qui ont suivi ont montré clairement que la couleur du soleil externe changeait rapidement. Les allées et venues dans le soleil ont permis de faire redescendre les corps d'être-té jusqu'à la 3e dimension, celle qu'on appelle la dimension physique, et de mettre fin à la falsification, ce que l'on appelle l'enfermement collectif. Très peu ont eu connaissance de ce travail en coulisses, mais il est bien réel. Il m'est impossible de traduire ce que j'ai vu en images. Vous pourrez découvrir cependant quelques portraits ressemblants dans la galerie artistique d'un contacté nommé Vashta, V-A-S-H-T-A. Un grand merci à ce frère portraitiste, dont le travail est rempli de finesse et d'élégance. Galerie de ces rencontres avec des frères et sœurs galactiques, y compris les éléments, esprit de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et de l'éther, que vous pouvez retrouver sur vashta.com. Une autre fois, je me retrouve spontanément à être les bras d'une galaxie. Une sensation de félicité extrême. D'ailleurs, je pouvais largement ressentir et voir ma voisine, la galaxie d'Andromède. Nous communiquions. Le retour dans le petit corps humain me fait toujours bizarre, tellement celui-ci est étroit par rapport à ce que nous sommes en vérité. Un esprit totalement illimité. Je montre alors une photo et j'explique. J'ai vécu cette forme et son mouvement. Aucun mot ne peut vraiment traduire ce vécu. Une autre fois, j'étais une sorte de comète ou un astéroïde, je ne sais pas vraiment, en course avec un autre bolide dans les cieux. C'était mon ami Michael. Ce n'est que du rire à grande vitesse. Pas besoin de vaisseau de ferraille pour parcourir la création. Ce ne sont, dans tous les cas, que des retrouvailles avec nous-mêmes, sous toutes nos formes ou non-formes. Alors que j'étais en train de voyager partout dans les univers, tout aussi différents les uns que les autres, le nôtre est très froid, j'entendis un clic de va-et-vient qui d'un seul coup me propulsa dans une descente vertigineuse et plouf dans le corps. C'était mon frère de cœur qui venait de me réveiller par inadvertance. Je n'étais pas du tout contente de revenir dans un petit corps qui semblait étriqué. Et qui dit corps étriqué, dit monde étriqué. J'avais réalisé à ce moment-là que nous sommes vraiment pure lumière, et surtout que nous sommes libres. Je me déplaçais à la vitesse supraluminique. Dans la descente vertigineuse, je me suis solidifiée. Les ressentis étaient incroyables. Alors je mets à la suite un croquis que j'ai fait, que j'ai dessiné concernant la vision que j'ai des univers. Et dans la légende, j'indique le point zéro, l'absolu, et l'absence de création, qui elle est d'origine temporelle. C'est représenté par le trou noir, l'intemporalité. Passage de rien vers le tout, passage du tout vers le rien. C'est une danse. Danse depuis la béatitude ou de la plénitude, l'ultime. À chaque passage, nous en revenons au sein de la forme, empruntée, changée, modifiée sur le plan de l'ADN, toujours plus léger
et moins dupes. Nous rapportons avec nous ainsi toute la connaissance du vivant qui fait partie intégrante des jeux de la conscience. Le problème rencontré sur ce monde, qui est insignifiant en réalité, c'est que le quotidien semble trahir la liberté que nous sommes à un certain niveau. Liberté, égalité, fraternité ? Je ne suis pas forcément radieuse de voir autour de moi des têtes de caboche, des êtres insultants et manipulateurs, des êtres obsédés par leurs pensées, par leur rôle, par des on dit que, manquant totalement d'amour pour eux-mêmes, surtout quand votre monde à vous, votre véritable essence n'est que pure joie et béatitude. C'est le monde du cœur, c'est la vérité de qui nous sommes. Ne retenez jamais vos larmes, elles vous libèrent. J'ai beaucoup pleuré lorsque mon époux quitta le foyer du jour au lendemain, me laissant seule avec les enfants. Nous ne parvenions même plus à communiquer sans crier. Le choc fut tel que l'immersion dans le silence et au sein de la nature étaient les seules solutions pour transcender le plus en douceur possible ce qui me semblait inacceptable. Aucun combat à mener, rien. Agapé, même avec les têtes de caboche. Car le calme reprend toute sa place, tout finit par changer autour de vous. Ceux qui ne vivent pas cette joie inconditionnelle, cette béatitude, s'éloignent de vous naturellement. Il me fallait l'accepter. L'amour est éternel, c'est notre essence, mais ce qui se joue sur ce plan de conscience est traître, et il ne fait que passer. Vous ne passez pas, vous avez toujours été là. Il ne faut donc pas s'éterniser sur des conflits, parce qu'ils ne sont pas la vérité. Si les gens, ou même ceux que vous aimez, vous trahissent ou vous insultent, vous n'y pouvez rien. La démence fait partie de ceux qui ne s'aiment pas suffisamment. Ce n'est pas votre affaire. Ils doivent se guérir eux-mêmes de tout ce qu'ils projettent sur vous, comme tout ce qu'ils projettent sur les uns et les autres. C'est une question de point de vue, tout simplement. Tout est vous. Voyez donc comment vous vous traitez, comment vous vous aimez les uns les autres. Y a-t-il suffisamment de légèreté en vous pour voir que tout ce qui est autour de vous est vous ? À différents niveaux, sur différentes lignes de temps, mais c'est toujours vous. Lors d'une visite chez des amis à Château-Renard, dans le sud de la France, je fis la connaissance d'un lieu gardé, semble-t-il par un dragon et par une fée. C'était un vieux château au sommet d'une colline. Après avoir passé une belle soirée tous ensemble, je m'endormis paisiblement sur le canapé, et là, durant la nuit, un petit dragon vert se présenta dans une douceur telle que je me retrouvai, je ne sais comment, lové entre ses pattes et son flanc. Il me caressait à sa façon, il y avait une sorte de ronron de bonheur, des yeux pétillants et une joie sans pareille. Il était petit, de taille, mais suffisamment gros pour me prendre entre ses pattes. Et là, je mets une image d'un petit dragon vert que j'ai trouvé sur Internet, qui ressemble à une sculpture, mais qui est vraiment très proche de ce que j'avais rencontré la nuit. Et donc j'indique, en légende, c'est ce type de créature qui m'enveloppa de sa douceur. C'était d'un tel amour. Dans le plan de la hiérarchie céleste, il s'agit des séraphins. Ils sont puissants et, de par leur taille impressionnante, sont respectés partout au sein de la création. Ils se nourrissent de viande synthétique et pourchassent les races régressives, celles qui violent les lois cosmiques. Ils n'ont pas de starseeds sur Terre. Un autre dragon de taille impressionnante m'est apparu spontanément dans les bois en Bretagne, alors que je faisais chanter tranquillement mon bol de cristal. Il se confondait merveilleusement bien avec la verdure aux alentours. J'ai cru sur le moment que je rêvais, mais il était bien là, à me fixer de son regard. De couleur verte, il se reposait au cœur de la forêt. J'aurais pu le dessiner sur le moment, tant il était très proche de moi. Mais comme toujours, je ne porte jamais de crayon ni de papier sur moi. Je revois sa longue queue au repos, ses grandes ailes repliées vers son flanc, et sa tête droite avec ses cornes, sa grande mâchoire et ses grands yeux. « Tu me vois ? Mais je ne suis pas dans ton espace-temps, me dit-il. Ce n'est pas une présence douce, mais une présence plutôt pacifique et puissante.
Quelque temps après cette rencontre magnifique, la commune posa des mini-pancartes signalétiques dans les bois pour indiquer des parcours. Ces petites pancartes sont fixées sur les troncs d'arbres à hauteur des yeux. Et devinez quoi? Un dragon vert. Comme quoi, tout finit par se savoir. Un matin, alors que je me promenais sur une petite route de campagne, je vis un nuage changer plusieurs fois de forme en quelques minutes. Je saluai alors avec amusement les copains du ciel, et durant la nuit, je me retrouvai propulsé devant un humanoïde à tête de lion avec des cheveux d'or, à polarité masculine. Étant nul en portrait, je viens de retrouver l'être galactique plus ou moins semblable à ma rencontre dans la galerie de Vashta Narada, tout récemment. Je remercie cet individu pour ce beau cadeau, parce que sans cela, j'aurais gardé ces souvenirs pour moi seul. Je vous invite donc à découvrir sa fabuleuse galerie de portraits galactiques, voire intergalactiques et transdimensionnels sur vashta.com. Face à face, ma petite main dans sa grosse patte gauche toute douce. Ils ont de grosses pattes mains avec de grandes griffes au bout. Dans un sourire radieux et un émerveillement mutuel, nous nous saluâmes. Communion. Aucun mot, nul besoin. Tout est là. Puis je me réveillai tout émerveillé au petit matin dans mon petit corps. Une nuit, après m'être endormi auprès de mon frère de cœur, qui ce jour-là avait du mal à transcender ses peurs, projection de tout genre sur les uns et les autres, nous avons fusionné ensemble en un magnifique oiseau de feu aux couleurs bleu, blanc et orange. Un oiseau qui pouvait se déformer et se reformer instantanément à l'infini. C'était d'une telle intensité, une transdanse de délices intemporelles, qu'il est impossible de vivre autre chose que cela en définitif. Au matin, nous étions tous les deux abasourdis de cette extase, de cette immense joie, félicité extrêmement intense, commune. C'était même incroyable d'avoir vécu cette expérience en même temps, parce que nos deux esprits s'étaient rejoints dans l'éther, spontanément la même nuit. Cet état vécu en 18e dimension, selon mon frère, nous montrait clairement que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Du moins, nous devions le vivre ici. Chacun était appelé à abandonner le personnage, souvent conflictuel, pour vivre la simplicité de l'être, c'est-à-dire la joie et légèreté du cœur. Le reste ne pouvait et ne peut que disparaître. Quelque temps après, lors d'un voyage ensemble à Brocéliande, en Bretagne, nous avons été en quelque sorte appelés à visiter Saint-Malo. « Comment ça, vous venez en Bretagne et vous ne connaissez pas Saint-Malo ?» nous dit une touriste de l'hôtel amusée. Une fois sur place, nous sommes baignés littéralement dans la douceur mariale. Cette ville née autour d'un rempart semble protégée. C'est durant une promenade que nous nous sentîmes de nouveau fortement appelés à nous diriger au Mont-Saint-Michel, qui appartient à la Normandie et qui est tout près. Après cette visite sympathique, c'est durant la nuit que je vis Michael, archange, descendre du ciel, et d'un geste majestueux, il pointa de son épée d'or une colline. Il n'y avait rien sur ce petit bout de colline, un gros bout de rocher, au milieu de nulle part. Tout était désert autour. L'archange m'apparut dans une grande lumière dorée, et immédiatement, après cette rencontre, plouf, je me retrouvai baigné dans une lumière blanche éclatante. Punaise comme j'étais bien. C'était d'une telle douceur, comme si c'était complètement normal de vivre ça. Le plus drôle dans cette rencontre avec soi-même, c'est que mon frère témoigna de la même chose le matin au réveil. Nous étions tous les deux abasourdis par tant d'amour. Cette lumière blanche éclatante est appelée paradis blanc par la communauté spirituelle. Plus tard, je lirai dans un bouquin la légende du Mont Saint-Michel et en rirai. C'est à Roibon, en Isère, que m'apparut Kijai Babaji Daidakan, celui qui vient de l'Inde et qui est mort en 1984. Il m'apparut plusieurs fois pendant à peu près un mois. Il me montra clairement lors d'un pique-nique ensemble les ajoncs et les genêts de la Bretagne. Une femme aux cheveux blancs était avec nous,
avec mon frère et moi, assises dans une voiture. Je voyais ce frère aussi absorbé et dérangé par ses pensées, souvent maladroit dans ses actions au quotidien. Il s'agissait d'un futur proche, mon déménagement, 1 an après, à Quintin, en Bretagne. Avec l'apparition dans ma vie d'une nouvelle amie aux cheveux blancs, je n'aurais jamais cru un jour quitter la maison et la campagne que j'adorais. Et pourtant, cela a bien eu lieu. Kijai Babaji m'emmenait souvent le rencontrer en Inde et sur d'autres mondes. Il garde un rôle d'enseignant par sa présence, tout en étant partout à la fois. Il est pure joie et joueur à la fois. Il ne reste que des éclats de rire en sa présence. Un être libre peut se manifester partout sous quelque forme que ce soit. Et je mets là la photo de Mahavatar au Bol Baba, qui signifie simple père. Lors d'une sieste, un visage apparut en un éclair. C'était un être bleu, sans cheveux, avec un grand smile. Il était habillé élégamment. Lors du contact, il montrait un tel sourire que vous êtes obligé d'en rire tellement c'est gros. C'est grâce à la galerie de Vashta.com que j'ai pu identifier la race. Merci. Ces êtres, ces frères magnifiques, vous permettent de vous stabiliser en la joie. Je viens ici vous confirmer que les animaux tels que nous les connaissons sur Terre ne sont pas des êtres inférieurs à l'homme. Ils sont son égal, mais avec une apparence pour nombreux à 4 pattes. Une génétique stellaire lointaine qui semble bafouée sur Terre. Ainsi est le jeu de la création. J'ai vécu une rencontre magnifique avec un de mes chats lors d'un grand voyage, 1000 km en voiture, dans une chambre d'hôtel. Mon chat Comète avait loupé mon déménagement. Je suis donc reparti le chercher dans mon ancienne commune, à l'autre bout de la France. Nous étions tellement heureux de nous retrouver. Au petit matin, une grande et douce lumière blanche me réveilla. Elle était située sur ma gauche. J'ai cru que je rêvais encore, mais non, c'était bien réel. Cette lumière éclatante diminua jusqu'à ce que j'aperçus derrière Comète. Il me regarda longuement et captivé. J'étais sans voix. « Mais je t'ai vu !» lui lançai-je, explosant de joie et de gratitude. Ce petit compagnon de route venait de me faire une belle surprise. Son regard doré était vif et éclatant. « Je suis toi, et tu es moi, lui dis-je amusé. Depuis ce jour, une relation particulière s'est tissée entre nous. Il est mon frère, mon ami, mon aimé, moi. Et les autres chats sont pareils. Nous devons donc prendre soin des uns et des autres. Pas seulement avec le genre humain, mais partout où nous posons notre regard. Nous sommes la vie en action partout au sein de la création. Ce qui est antérieur à la création est la félicité. C'est la félicité de la béatitude. Cela ne change rien que vous soyez en forme ou sans forme. Ce qui disparaît sont seulement les croyances d'être une personne, avec toutes ses valises ou ses poids lourds. D'après mes connaissances, les chats et les chiens semblent être originaires du système stellaire de Sirius. Ils incarnent la majesté et la liberté. Lorsque j'étais thérapeute pour mon association Respire la vie, j'invitais toujours les gens à observer les chats et surtout à faire comme eux. Ils sont la plus grande des thérapies qui soit. Et là, je mets une photo de mon adorable compagnon poilu, Comète. J'ai témoigné, il y a quelques années dans le journal de bord, que j'avais vécu l'explosion de notre soleil. J'étais propulsé dans mon corps de lumière et je pouvais voir la Terre depuis l'espace sombre et tout son réseau cosmotellurique. Son énergie vitale, sa force mère, ses chakras, ses méridiens et surtout sa joie. C'était un réseau où tout communiquait par des couleurs éclatantes, des couleurs vivantes. La Terre exécutait une danse extatique et amoureuse avec le Soleil. La Terre et le Soleil étaient en train de faire l'amour. C'était une sensation communiquée très intense. Soudain, l'explosion solaire. Un gigantesque flash blanc éclatant s'élança dans ma direction. J'ouvris alors mes bras, en grand, pour me laisser emporter, et pouf! Reste que la lumière. Une lumière douce et éclatante. Fin? Y a-t-il vraiment une fin?
Une rencontre peu ordinaire l'an dernier, également avec un esprit de l'eau. Celui-ci est apparu juste au moment où j'ouvrais les yeux après une bonne sieste au bord de la mer. Il était tout petit, pas plus haut qu'une toute petite bouteille d'eau. Ils ont un regard très vif et très drôle. Il a été surpris autant que moi que je le vois, puis il redevint plastique instantanément. L'eau que nous connaissons est une plastique. J'ai pu également identifier cette rencontre dans la galerie ashta.com. Un grand merci à cet artiste. Dans la série des éléments, voici les êtres vaporisants de l'éther primordial. Je les vois souvent en action. Ils sont transparents et polymorphes. Je les repère facilement à leurs mouvements et les sens automatiquement lorsqu'ils ionisent ou vaporisent l'espace ou la structure. Ils sont à l'origine de l'état de bien-être. Ils viennent équilibrer les structures et sont comme un baume apaisant. C'est parfois un feu doux, légèrement rafraîchissant qui vous traverse. Ce sont eux. Nous devons juste être attentifs à cela. Un croquis de ces esprits de l'éther a été donné plus haut dans le journal de bord. La première nuit passée dans mon nouvel appartement en Bretagne, il y a 4 ans, en état semi-éveillé, je vois à travers le mur une petite sphère brillante, tintant de 1000 sons de clochettes, de cristal, et parcourant joyeusement les cristaux qui se trouvaient dans mon salon. Elle tournoyait tout autour d'eux. Cela avait vraiment l'air de l'amuser. Puis elle repartit par la baie vitrée comme elle était venue. Je précise que j'ai une forêt de granit rose à côté de chez moi, forêt remplie d'esprits gardiens, sans compter tous les êtres qui se dessinent dans la nature et qui ne sont pas forcément d'origine terrestre. Je n'ai pas de photos à vous montrer, mais si vous êtes vraiment dans l'abandon total, le relâchement ou l'absence de pensée, vous en rencontrerez. C'est naturel. Dans le cas où vous vous intéresseriez aux différentes lignées galactiques, je vous invite à consulter la galerie en ligne vashta.com. Vous pourrez y découvrir les différentes lignées du système de la Lyre, de Sirius ou des Pléiades et bien d'autres encore. Vous pourrez ainsi vous amuser à repérer leurs semblables sur Terre. Par exemple, si on exclut les anomalies génétiques concernant les albinos, vous verrez une nette ressemblance avec un peuple ancien, les Kingu Babar, albinos, qui signifie les brillants, et d'une matriarche possédant la triple puissance dans notre univers actuel, qui semble éternel. Dans le système stellaire de Sirius, Canis Major, vous avez énormément de races et de formes différentes, avec des couleurs de peau différentes, bleu clair, bleu foncé, peau blanche et diaphane, peau verte, peau violette, etc., et des structures corporelles propres à la dimension dans laquelle chacun s'amuse ou rêve. Humanoïdes, cétacés, amphibiens, félidés, éléments, etc. J'ai été en contact télépathique avec de nombreux êtres qui ressemblaient énormément à ce que le contacté portraitiste Vashta propose dans sa galerie artistique. J'ai découvert sa galerie bien des années après mes rencontres interstellaires et interdimensionnelles. Cette histoire de temps est fausse, car nous avons accès à l'infini en permanence. Tout est simultané en réalité. Le personnage va croire à une période donnée, mais c'est faux. C'est l'illusion du temps et de l'espace. C'est cela l'enfermement. Étant donné que chaque planète a son propre cycle d'évolution, chaque créature qui est née y est soumise. C'est le plan de la conscience, plan de la création, où il y a tous les possibles. La particularité du croisement syriaque avec l'homme de la Terre est que ce dernier adore l'eau. Il aime les jeux d'eau et sait se détendre avec cette plastique originaire de Sirius. Son visage est fin et doux comme le caractère. Les cheveux sont souvent sombres. Les êtres de Sirius sont parmi les êtres les plus pacifiques de cet univers. Ils incarnent l'esprit mère. Ils ont l'habitude d'être les intermédiaires en cas de conflit. Ce sont des ambassadeurs de la paix. Le croisement avec l'homme de la Terre fait de ce dernier un être de nature tranquille et méditative. Les chats, par exemple, sont aussi issus de ce système stellaire. Ils sont l'exemple typique de l'absolu. D'ailleurs, j'ai toujours dit que quand ça ne va pas, nous devons prendre exemple sur les chats. Mais il existe d'autres races tout aussi exotiques et gentilles, les unes que les autres. Pour les Pléiadiens, c'est la même chose.
Vous croiserez de nombreuses races humanoïdes, de nombreuses couleurs, avec des cheveux souvent très blonds ou sombres, dont, pour certains, les traits sont retrouvés chez l'homme de la Terre, qui lui date de un peu plus de 320 000 ans sur Terre. L'homme de la Terre est très jeune. Il est une soupe génétique de milliers, voire de millions de races stellaires. Il n'est donc pas une race, mais l'ensemble de la création. C'est l'homme qui s'adapte le mieux sur les mondes, contrairement aux races premières ou dites pures. D'autres civilisations bien plus anciennes humaines en existaient, et se sont éteintes suite à des guerres engendrant des cataclysmes. La Terre est un immense réservoir d'expériences génétiques de tout genre, comme vous pouvez le constater, et dont certains cucus, ancêtres, sont toujours aux commandes. Ils aiment contrôler, mais cela se termine. Il n'y en a pas un plus élevé que l'autre. Nous sommes tous nos propres ancêtres. C'est aussi cela, le choc de l'humanité. Le peuple pléiadien appelé les Nordiques se retrouve parmi la race européenne, la race des États-Unis du Nord américains, et chez les Slaves. Il vous est impossible de distinguer physiquement un pléiadien d'un humain à peau claire et yeux clairs lorsqu'ils sont ensemble. La seule différence est vibratoire. Le pléiadien a des capacités télépathiques et une puissance spirituelle plus développée que l'homme de la Terre, par exemple. Le pléiadien possède plus de 46 chromosomes. Il manifeste donc ce dont il a besoin de façon instantanée. Ils sont accordés naturellement à l'éther primordial, contrairement aux humains qui n'y pensent pas forcément. Nombreux humains ont cependant déjà découvert ce qu'est véritablement l'énergie libre. Ils sont ce que nous appelons la force tranquille, sur Terre, et vivent une vie la plus ordinaire qui soit. Il existe des races aussi très anciennes telles que les reptoïdes, les dragons, les dracos ou nagas. Ce sont des administrateurs de mondes carbonés, dits de 3e et 4e dimension. Ce sont les cucus, qui signifient ancêtres en langage matriciel, dont nous parlons et qui aiment bien tout contrôler, tout dominer, sauf que la réalité en est tout autrement. Selon l'historien et visionnaire Anton Parks, dans le livre de Nouréa, les Mouchidim semblent être la race la plus ancienne de notre système solaire, remontant à plus de 300 millions d'années sur l'échelle de notre temps. Ils se seraient installés dans ce système solaire suite à une course-poursuite dans l'espace profond entre eux et des êtres inconnus qui les pourchassaient à mort. À mon sens, il suffit que le vaisseau entre en hyperespace, lequel ouvre un trou de verre et hop, vous voilà dans un nouveau monde, voire un nouvel univers. Par conséquent, si vous mêlez vos cellules avec une entité de ce monde nouveau, eh bien vous donnez naissance à une nouvelle espèce, etc. Cette pratique est infinie, sans oublier la mutation génétique que vous pouvez subir en passant d'un monde à un autre. C'est ce qu'il s'est passé dans notre système solaire et sur Terre, avec les archétypes de la création. Ils proviennent tous des étoiles et de temps et d'espace différents. Cela se passe partout au sein de la création, et bien souvent à l'abri des regards. Pendant que vous lisez ces lignes, un groupe du SSP, Programme spatial secret, crée de nouvelles espèces sur une planète similaire à la Terre dans notre galaxie. Une ligne de temps différente de la vôtre, c'est tout. C'est comme cela que nombreuses espèces voient le jour dans le même univers, là où celui-ci semble propice pour y abriter la vie sous toutes ses formes. Sont-ils en accord ou en violation avec la charte de la Fédération galactique? Si cette fédération des nations stellaires est à l'image des politiques terrestres, alors la corruption est également en son sein. Je n'en veux pas à Charles Darwin. Il semblerait qu'il ignorait ses propres origines. Les êtres conscients de qui ils sont ne peuvent pas cacher ce genre d'informations. Ils feront naturellement le nécessaire pour rappeler qui ils sont au sein de la société, surtout si celle-ci se dirige tout droit contre un mur. Même si selon Anton Parks, il semblerait que ce soit à partir de cette race souche Mouchidim, l'une des races les plus anciennes de l'univers local, que seront conçues toutes les autres, nous ne devons pas en rester là. Avant les Mouchidim, il y avait autre chose, et cette autre chose, c'est peut-être vous et moi, sur une autre ligne de temps, en provenance d'un autre univers, ou d'une autre galaxie, ou d'une autre dimension. Nous ne pouvons en aucun cas prendre comme acquis
toutes les informations qui découlent des chroniques de l'auteur, comme de tous les ouvrages qui circulent dans le monde au sujet de l'exogénèse. Je vais vous donner un exemple simple. Si Pistès, Barbelot, est de nouveau sur Terre, personne ne pourrait vraiment la comprendre s'il ne vit pas le Parabrahman. Donc personne ne pourrait savoir qui elle est vraiment, même le plus grand des visionnaires. À mon sens, il n'y a qu'elle qui peut vraiment témoigner de sa présence, dans la simplicité la plus absolue. Certaines femelles de son genre pratiquaient la parthénogénèse. Ces êtres pondent des œufs et donnent naissance aux civilisations en parcourant les mondes. Donc, qui est-ce qui est né avant, l'œuf ou la poule? L'œuf. Mais il faut nécessairement une semence pour donner la vie. Qui est-elle? La première émanation depuis l'absolu. Ce sont les mères qui ensemencent les mondes, et pour certaines d'entre elles, ce sont des mères des origines, celles qu'on appelle les vierges, tant redoutées dans l'univers, car leurs pouvoirs de création sont immenses. À mon sens, ce sont les grandes rêveuses, dont la plus connue dans toute l'histoire de la cosmogonie, Barbelot, Pistès, qui aurait abandonné accidentellement son trône et son roi en étant attiré par la fausse lumière, qui était le reflet du soleil, lors d'une mission quantique. Même la femme la plus intelligente du monde n'est pas épargnée de la bêtise. Sur Terre, la parthénogénèse laisse des traces au sein de la nature, dans le monde animal et aquatique. La queue est aussi souvent présente chez de nombreuses espèces. C'est pour ne pas oublier de qui ils descendent sur le plan génétique. Les lointains ancêtres de l'homme étaient de grands lézards humanoïdes. Au sein de la forme aussi éphémère qu'elle soit, nous sommes tous uniques en notre genre. Chacun de vous avait une origine stellaire, c'est-à-dire la première émanation depuis l'absolu, et des lignées stellaires qu'il est facile de repérer dans vos comportements et vos facultés. Chacun peut donc faire connaissance avec lui-même à chaque instant. Il n'y a nulle recherche à faire, car l'évidence est déjà sous vos yeux. Il y a plein de signes dans vos vies respectives qui vous racontent qui vous êtes. La vie vous pousse à y être attentif. Elle vous pousse à l'écoute en silence. Ainsi la vie vous rappelle à chaque seconde qui vous êtes. Joie et beauté. N'oubliez pas que vous êtes avant toute pensée, avant tout son, avant toute forme, la danse de la béatitude ou danse de la félicité. Je ne compte plus les fois où je me retrouve là, où il n'y a rien. Car qui voudrait compter? C'est pure félicité. Il n'y a plus de forme, plus rien de ce qui était connu jusqu'à présent, plus rien de ce qui est expérimenté dans tous les univers et dans tous les mondes. Il n'y a plus de voyage ou d'image, même si tout est en nous. Il n'y a que félicité. Les mystiques parlent du plérome. Donc, je ne peux vous l'exprimer en image, qui, elle, appartient à la création. Chacun est appelé à le vivre, ici au sein de la forme, qui elle est temporaire, vous l'aurez bien compris. Cet amour est qualifié de hors norme pour la personne, mais pour celui qui le vit complètement, il est la réalité. C'est la demeure de paix suprême, et c'est cette même paix, cette même force qui façonne, je dirais, notre réalité présente. La personne ou personnage qui ne peut jouer qu'à des jeux personnels, égotiques ou jeux de rôle, s'envoie dissoute dans l'absolu. C'est magnifique. Il n'y a donc plus de notion de pouvoir ou de domination sur vous-même, ni sur les uns, ni sur les autres. Il n'y a plus de prédation. Il y a juste l'amour en action. Il n'y a donc plus que la vérité et la simplicité qui nous animent. Célébration. Alors, en l'éternité, je vous salue, mes amis, mes aimés, moi, non plus dans une quelconque image, mais en la béatitude. BMB.